On va voir les syndromes extra-pyramidaux, d'accord? Syndromes pyramidaux, extra-pyramidaux, tout dépend tout dépend du substratum anatomique. Le substratum anatomique d'un syndrome pyramidal est une atteinte du système pyramidal. Le substratum anatomique du syndrome extra-pyramidal est une atteinte du système extra-pyramidal. On est d'accord? Le système pyramidal, on a vu de quoi il était constitué. On a les aires motrices primaires qui donnent naissance, qui sont constituées de certaines cellules, les cellules géantes de Petz. Ce sont des cellules motrices qui émettent des prolongements. Les prolongements vont constituer des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses vont subir ou vont suivre un cheminement. Voilà, un cheminement spécifique, la capsule interne, la capsule interne. Ils vont aller vers le tronc cérébral, le pédoncule, le pont de Barol, le bulbe où ils vont se décusser ou rester. Voilà, pour la plupart, ils vont être croisés. Ou là de continuer et constituer les faisceaux pyramidaux directs. Les directs vont cheminer dans les cordons antérieurs de la substance blanche ou les croisés vont suivre les cordons latéraux de la substance blanche. Au niveau de la moelle épinière où ils vont rencontrer les motoneurones alpha et constituer des synapses avec ces motoneurones alpha. Les motoneurones alpha vont suivre la voie périphérique. D'accord? Le système pyramidal, donc le système extrapyramidal. Les lésions du système extrapyramidal vont se manifester par quoi? Ils vont se manifester par des troubles de la motricité involontaire. Hop, première différence. Le système pyramidal, c'était un trouble de la motricité volontaire, surtout volontaire. Volontaire, même si on voit des hyperréflexes, les réflexes sont des mouvements involontaires. Donc il faut faire la part des choses. Qui réalisent des mouvements anormaux associés à des troubles du tonus à type d'hypotonie ou d'hypertonie avec conservation de la motricité volontaire. C'est une caractéristique très importante des syndromes extrapyramidaux. Les syndromes extrapyramidaux, on remarque des mouvements involontaires, d'accord, qui peuvent apparaître au repos, qui peuvent apparaître lors du mouvement volontaire. L'essentiel, ou lors du maintien de l'attitude, l'essentiel c'est que lorsque je demande au patient de réaliser un mouvement volontaire, il peut le faire. Donc il y a conservation du mouvement volontaire, contrairement au déficit dû à une atteinte du système pyramidal. Yak? Très bien. Les syndromes extrapyramidaux sont dominés par le syndrome parkinsonien. Les autres syndromes extrapyramidaux sont plus rares. Ce sont la tétose, la dystonie, la chorée, l'hémibalisme. On va voir chacune de ces pathologies. Un rappel anatomo-physiologique du système extrapyramidal. Le substratum anatomique du système extrapyramidal, c'est bien les noyaux gris centraux. Le système extrapyramidal est annexé à la voie motrice principale. Donc, certains constituants, ce sont des constituants neurologiques, ce sont des constituants de substances grises, disposés sur la substance blanche, mais qui comprennent des connexions avec la motricité volontaire, qui comprennent des connexions avec le système pyramidal. Et le motoneurone alpha, il est défini comme étant la voie finale commune. Donc, il faut savoir que toutes les organisations vont finir par s'assembler à un endroit où le système extrapyramidal va rejoindre le système pyramidal. D'accord? Le système extrapyramidal va rejoindre le système pyramidal. Voilà, il va modifier le fonctionnement du système pyramidal. D'accord? Donc, pour pouvoir exercer ses fonctions, le système extrapyramidal exerce les mouvements en passant par le système pyramidal. D'accord? On va voir comment. Anatomiquement, il est formé par des neurones, par des noyaux gris centraux, noyau codé, putamen, pallidum, cordéluis, noyau rouge, lucus niger, qui aboutissent à une série de faisceaux. C'est pas important de mettre les noyaux gris centraux à la physiologie تاعهم. Vous l'avez vu là, fait. Donc, on a plusieurs faisceaux, on a le faisceau rubro-spinal entre les noyaux rouges et la moelle épinière, réticulospinal entre la substance réticulée et la moelle épinière, vestibulospinal entre les centres vestibulaires et la moelle épinière. Ces faisceaux cheminent dans le cordon antérolatéral de la moelle. Antérolatéral de la moelle. Donc, on a des faisceaux de substance blanche. Donc, le système pyramidal, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu quoi? On avait vu les cordons latéraux et les cordons antérieurs.
Donc on parle de cordon antérolatéral, entre les deux. Cordon antérolatéral. Très bien. Le rôle du système extrapyramidal est la régulation du tonus musculaire et son adaptation à la posture et au mouvement. Donc il va être considéré comme un système annexe au système pyramidal. C'est un système annexe. Il va réguler le tonus et il va essayer de modifier ce tonus selon la position, selon l'attitude. D'accord? Les différents syndromes extrapyramidaux. Donc on sait quoi le syndrome pyramidal grossièrement. Donc je vous les syndromes extrapyramidaux. Le syndrome parkinsonien. Syndrome parkinsonien. Il est en rapport avec des lésions du locus niger. Bon, c'est un peu faux. Accessoirement, le paliton. On peut avoir différents types de lésions des noyaux gris centraux. Hein. Bekri, c'était syndrome parkinsonien. Syndrome parkinsonien en rapport avec des lésions. Bon, il faut. Bon, l'expression, elle n'est pas adéquate. Hein. Il faut faire la différence entre la maladie de Parkinson et le syndrome parkinsonien. Le syndrome parkinsonien, c'est un syndrome clinique. C'est un syndrome clinique. C'est la fameuse triade akinésie, hypertonie, tremblement de repos. Akinésie, hypertonie, tremblement de repos. C'est le syndrome parkinsonien. C'est des manifestations cliniques. La maladie de Parkinson est un syndrome parkinsonien secondaire à des lésions anatomiques. Non, pas seulement du locus niger. Anatomopathologiquement, on retrouve plusieurs types de lésions. Ça, celle qui prédomine, c'est la lésion du locus niger, mais je peux avoir des lésions d'autres noyaux gris centraux qui vont donner un syndrome parkinsonien. D'accord? La physiopathologie de base est liée entre elle est attribuée au locus niger et à la sécrétion de la dopamine. On dit qu'il y a un déficit de la sécrétion dopaminergique et un déséquilibre entre le taux de dopamine et d'acétylcholine et de glutamate. L'acétylcholine et la glutamate sont augmentés, tandis que relativement la quantité de dopamine est sécrétée et diminuée. Donc on dirait qu'il y a un déséquilibre entre les deux. Mais on a d'autres substratants anatomiques, d'autres noyaux gris qui peuvent être impliqués. Donc, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est un syndrome parkinsonien avec substratum anatomique. D'accord? Avec atteinte des noyaux gris et notamment du locus niger. Le syndrome parkinsonien peut avoir d'autres causes. J'ai un syndrome parkinsonien post-neuroleptique. À la consommation de neuroleptiques donnés par les psychiatres. D'accord? Des antipsychotiques peuvent donner un syndrome parkinsonien. Je peux avoir un syndrome parkinsonien idiopathique où la nappate ne révèle rien, où je ne trouve pas de cause décelable. D'accord? Donc le syndrome parkinsonien, c'est quelque chose de clinique. La maladie de Parkinson, c'est un syndrome parkinsonien plus un substratum anatomique. D'accord? Très bien. Donc, il est caractérisé par 3 signes: tremblement parkinsonien, akinésie, hypertonie. Le tremblement parkinsonien caractéristique, c'est un tremblement de repos. C'est un mouvement rythmique, c'est des mouvements rythmiques, réguliers. C'est le même mouvement qui se répète, avec la même amplitude, de fréquence modérée, en moyenne 6 mouvements par seconde. 6 mouvements par seconde, et c'est très important parce que le type de tremblement et la vitesse du tremblement peut orienter vers une pathologie. Les neurologues ont des applications sur smartphone. Le téléphone fort votre main et vous commencez à trembler et hop, lui calcule la vitesse de tremblement. Si elle est aux alentours de 6 par seconde, ça c'est un tremblement parkinsonien. Tremblement au repos, parce que c'est difficile de compter les tremblements. C'est pas très commode. Donc on met les smartphones, vive la technologie, et il va commencer à trembler. Le smartphone va nous donner une information. Sinon, c'est des techniques vidéo, je le filme, puis je ralentis, je calcule le tremblement. Très bien, donc il a certaines caractéristiques. C'est un tremblement de repos, c'est un tremblement régulier, c'est un tremblement modéré à 6 mouvements par seconde. L'amplitude est variable, le plus souvent modérée. Mais le tremblement parkinsonien, c'est pas comme ça.
très ample. Non, c'est des mouvements modérés. Très bien. Il prédomine aux extrémités distales. Il débute à l'extrémité du membre supérieur où il réalise des mouvements alternés de flexion-extension des doigts. Flexion-extension des doigts. Donc, adduction-abduction du pouce. Adduction-abduction du pouce. Donc, il fait ça. Quand on combine les deux, on aura ça. Donc, le Parkinsonien, il fait ça. Oui. Très bien. On dit que le malade émiette du pain. Il émiette du pain. D'accord? Il roule une cigarette. Ou compte la monnaie. Qu'est-ce que je veux dire là? Les personnes tabakérées qui déjà on l'appelle le fric. Pourquoi on l'appelle le fric? À cause de ce mouvement. Les mouvements de friction. Parce qu'en comptant l'argent, on fait ça. Je connais faire cette la technique. Ah bah c'est bien. C'est pas tout le monde qui sait faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Donc, on dit que le Parkinsonien compte l'argent. Mais des affaires, t'as pas bon. Donc, il fait un des mouvements de flexion-extension. On dit adduction-abduction. Adduction-abduction du pouce, flexion-extension des doigts. Le tout fait un mouvement comme ça. On dit qu'il émiette du pain, qu'il roule une cigarette ou qu'il compte l'argent. D'accord? En membre inférieur, il réalise un mouvement de flexion-extension du pied. Le mouvement en pédale. Il fait ça. C'est une symphonie. Ce tremblement apparaît au repos. Il augmente d'amplitude avec les émotions, la fatigue, le stress, l'effort, la concentration intellectuelle. Il disparaît lors du mouvement volontaire et pendant le sommeil. Pendant le sommeil, il disparaît. Quand on lui demande de réaliser un mouvement volontaire, il disparaît. D'accord? Par contre, c'est un tremblement de repos. Et si il y a une stimulation émotive du patient, ou là, si on lui demande de réaliser un effort mental, un calcul mental, ça va aggraver les tremblements. Le tremblement. D'accord? C'est un tremblement de repos qui disparaît à l'effort, qui est caractéristique. Au niveau du membre supérieur, c'est des flexions-extensions, avec adduction-abduction. Le patient émiette le pain, compte l'argent ou roule une cigarette. Au membre inférieur, c'est une flexion-extension du pied, réalisant des mouvements en pédale. C'est un tremblement de repos, disparaît à l'effort, et au sommeil, il est exagéré par les émotions, la fatigue, la concentration, l'effort mental. D'accord? Très bien. La kinésie, qui est le tremblement, la kinésie ou l'hypertonie. Donc la kinésie. La kinésie est caractérisée par la réduction et la lenteur du mouvement. Donc on va remarquer une rareté du mouvement. Il faut faire la différence entre ce qui est kinétique et ce qui est tonique. La kinésie est une chose, la tonicité est une autre chose. La kinésie, c'est l'absence, ou la hypokinésie, ou la akinésie. Pour l'hypokinésie, c'est la réduction du mouvement. Par la kinésie, c'est l'absence de mouvement. Mais la kinésie, elle peut accompagner une hypotonie comme elle peut accompagner une hypertonie. En cas d'hypotonie, il est hypotonique. Il ne peut pas faire bouger son membre, donc il est akinétique. Mais même qu'il y ait une hypertonie, tu me dis que tu as une akinésie parce que le bras est figé. Il est figé, il est très contracté et donc il ne va pas pouvoir bouger. Donc c'est une akinésie suite à une hypertonie. Je peux avoir une akinésie par hypotonie comme je peux avoir une akinésie par hypertonie. D'accord? Il faut faire la différence entre les deux. Elle est caractérisée par la réduction et la lenteur du mouvement. Le malade est spontanément immobile, son expression gestuelle est appauvrie. Déjà, il est anémique. Mais il est le haka. Les rides disparaissent, c'est le haka. On lui dit صباح الخير, on lui dit صباح الخير. Voilà.
il ne peut ni rire ni sourire. Il devient apathique. Il est apathique. ضحكوا ما يضحكش. Bon, ماشي ضحكوا ما يضحكش. بصح les expressions du visage هكا حنا كي نهضروا on parle avec nos bras, nous avons besoin d'expliquer. On fait ça, on sourit, on crispe les sourcils. Oui, il ne fait pas. Il ne fait pas ça. Donc au niveau du visage, on note une rareté du clignement des gens. Il ne cligne pas les yeux. Réduction de la mimique qui donne au malade un masque. C'est un masque figé, inexpressif, ne reflétant pas les émotions. Un sujet parkinsonien, c'est un sujet dont on ne peut pas préciser les émotions. Voilà, comme ça. Qui m'a Mr Bean dans certaines situations. Il est comme ça. Lors de la marche, il existe une diminution du balancement des bras. Il ne balance pas les bras. Le malade a également des difficultés à exécuter de façon rapide les mouvements alternatifs. Comment on appelle ça? Une adiadocosynésie. Une adiadocosynésie. Le malade a également des difficultés à exécuter de façon rapide les mouvements alternatifs. Épreuve des marionnettes. C'est quoi l'épreuve des marionnettes? C'est une pronation, supination, supination répétée. Pourquoi on l'appelle épreuve des marionnettes? Voilà, il faut savoir que c'est très 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 important de pouvoir expliquer ou exprimer ce que l'on sait ou ce que l'on ressent. Allez bien, comment ça s'appelle, les écrivains, ou là ils sont considérés comme des personnes arbin ferration, parce que ce n'est pas facile d'exprimer ce que l'on veut. Comme c'est quoi l'épreuve des marionnettes? Comme la belle, où je mettais l'épreuve des marionnettes. C'était quoi la réponse? Qui m'a les marionnettes? Les marionnettes n'est pas une réponse. Qui m'a les marionnettes? Vous allez être des cliniciens. Le clinicien, il doit avoir la caractéristique qui lui permet de transformer ce qu'il voit en ce qu'il écrit. Quand on décrit le but alors les interprétations de la radio, le but de la description de la radio, c'est quoi? C'est que je suis une personne qui m'a dit la radio qui ne parle pas. Il s'agit d'une image unilatérale à type d'opacité dense homogène, hilaire droite, arrondie de 8 cm de diamètre à contour irrégulier, entourée par... Donc je peux imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Où sont l'épreuve des marionnettes? Parce que les mouvements qu'on demande aux patients de réaliser sont semblables aux mouvements réalisés par l'acteur qui mobilise les marionnettes. C'est celui qui mobilise la marionnette qui réalise le mouvement. Les marionnettes, c'est quoi? C'est des poupées les مربوطين بهم حبايل. Donc انا عندي يدي هذه مربوطه بخيط ويدي هذه مربوطه بخيط. Donc celui qui tire les ficelles, qu'est-ce qu'il fait? Il a une croix, un plus derrière. Quand il fait ça ou là ça, la marionnette va commencer à danser. Les marionnettes on en a tiré des expressions بزاف. كينقولوا على واحد اللي يخطط بالتخبيه يقولوا c'est lui qui tire les ficelles. واش معناتها une personne qui tire les ficelles؟ معناتها هي اللي تتحكم من بعيد. تعرفوا الفيلم لو باران ذا جود فاذر؟ ما تعرفوش؟ في اللوغو تاعو في لا بريزونطاسيون تاعو يقولوا لك ما شيدا اسمه شيدا لا كروا تاع لي ماريونيت باش يقول لك بلي اون بيرسون كي ا ان بوا بوليتيك تاع لا مافيا دونك Corleone 26 Oscars. C'est l'un des films qui a reçu le plus d'Oscars. Le premier خرج في 76, le deuxième في الثمانينات, le troisième في 94. Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Voilà. Qui connaît que l'on ne parle. T'as ce que veut dire le mot tirer les ficelles. Donc, femme-toi, là, je suis l'épreuve des marionnettes. Épreuve des marionnettes, parce qu'on demande aux patients de faire ça. On assiste à une diminution rapide de l'amplitude des mouvements. Donc, ce n'est pas une adiadocosynésie, parce que la diadocosynésie, c'est l'impossibilité de réaliser le geste. Et c'est le signe d'une atteinte
La diadococinésie, elle est caractéristique à quoi? Quelle atteinte donne une diadococinésie? C'est l'atteinte cérébelleuse, très bien, c'est le cervelet. Le cervelet, il y a une adiadococinésie, une dysmétrie, une hypermétrie, une asymétrie, une dyschronométrie. Elles sont dues à une atteinte du cervelet. Une atteinte du cervelet. Une atteinte du cervelet. Très bien. Donc, il peut réaliser les mouvements, parce que l'amplitude de son mouvement va diminuer rapidement jusqu'à ce qu'il ne devienne plus capable de les réaliser. Donc, هذه علاش نهضروا على لا كينيزي. دونك نقبلوا نديروا قبل الاخر l'hypertonie وبعد نقول لكم comment est la marche du parkinsonien. Quelles sont les deux caractéristiques que شفناهم حتى دوكا؟ la kinésie ou le tremblement de repos. Le tremblement de repos. La kinésie c'est quoi? C'est la réduction du mouvement. Pas de mimique, pas de mouvement, pas de grimace et en plus il ne peut pas réaliser les mouvements rapides et alternatifs. D'accord? Très bien. L'hypertonie, c'est une hypertonie de type extrapyramidal. Donc, elle a les caractéristiques d'une hypertonie extrapyramidale, qui est une hypertonie plastique, qui est diffuse. Maintenant, elle ne prédomine pas dans des groupes musculaires. Elle est plastique à tout, elle est diffuse et elle est retrouvée partout dans les muscles de l'organisme. Très bien, elle ne s'accompagne pas de déficit moteur, qui m'a la paralysie pyramidale. Les réflexes ostéotendineux sont normaux. Elles n'influencent pas les réflexes ostéotendineux. Très bien, toutes les caractéristiques taha, elle est plastique. D'accord? Elle est plastique. Elle est diffuse. Elle n'est pas vitesse dépendante, comme la mobilisation passive du bras. Et pour tester la tonicité, le tonus qu'on a, on prend le bras du patient et commence à le mobiliser passivement. Flexion, extension, on augmente la vitesse, Si c'est un syndrome pyramidal, la tonicité va augmenter à chaque fois que j'augmente la vitesse. Si c'est une hypertonie extra-pyramidale, l'augmentation de la vitesse ne va pas influencer l'hypertonie. Donc, elle est vitesse dépendante, la pyramidale, ou elle est vitesse indépendante, qui est l'extra-pyramidale. D'accord? Elle peut être en tuyau de plomb, garder la même intensité lorsque je mobilise le membre, et elle peut être en roue dentée. En roue dentée, qu'on met en évidence par la mobilisation du poignet. La mobilisation du poignet, le poignet est le patient, on va retrouver des contractions, relâchement, relâchement, comme la roue dentée. La roue dentée parce que la roue d'un vélo ou la roue une roue dentée. وين نلقاو une roue dentée؟ في الساعة القدم خاطر دوكا داروا كاين دي مونطر وين هكا يمشي الانديكاتور هكذا ليغوي تاع لا مونطر والدور ما تحبسش بصح لي مونطر القدم لي مونطر تراديسيونيل كومون سي في تشك دي فوا ميم كيكون عندنا دي انسومني ما يخليناش نرقدوا لو تيك تاك. Voilà pourquoi ça s'appelle un tic-tac. Voilà, le mouvement il est fait comme ça. Parce que l'aiguille elle est reliée à une roue dentée. La roue dentée, ce n'est pas comme une roue d'une automobile, elle est mobilisée directement. C'est un très bon exemple. Ce n'est pas une roue elle est mobilisée directement. C'est une roue où تمشي ما تحبس كيما هذه. تمشي وتحبس. Donc c'est une roue dentée مسننة. D'accord? Roue dentée. La mobilisation passive du poignet le parkinsonien, c'est impressionnant. J'étais un parkinsonien d'être le hactaya. Ça se relâche, ça se contracte. C'est comme une roue dentée. Tac, 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 tac. D'accord? On peut sensibiliser l'épreuve en réalisant la manœuvre de Fromm. On demande aux patients de faire ça. Un balancement du bras contralatéral. On continue à réaliser notre manœuvre. D'accord? C'est l'hypertonie. Donc elle peut être plastique et elle peut être en roue dentée comme elle peut être en tuyau de plomb. Tuyau de plomb, elle garde la même résistance quelle que soit la vitesse ou quelle que soit la mobilisation. La roue dentée ou le tuyau de plomb. Le tuyau de plomb,
الشطرات اللي على البلومبي كيكون يخدم عندكم جامي شفتو بلومبي يخدم نو سي بلومبي لو بلومبي كيكون يدير في الانستالاسيون تاع الشوف بان il utilise des tuyaux de plomb les tuyaux de plomb on prend les tuyaux et on commence à les يسخنوهم et on commence à les plier هكذا pour avoir un trajet le tuyau de plomb il garde la même résistance نطلعوه لنهبطو il garde la même résistance ما تنقص لا ريزيستونس تاعو ماشي كيما ليتان وين نبداو نديرو هكا elle diminue la résistance حتى يتقطع le plomb non le plomb il garde la même résistance donc on dirait que c'est une résistance en tuyau de plomb بعد كي توجد لا بوزيسيون واش يدير يحطو داخل الماء بارد ما هذيك الصبر صح ولا لا عطل لكم ما نحط لها البلومبي علاه طلع لها وقتاش يخدم في لاشودير اللي تاليه فوالا لاشودير تاع مقبل اللي على جال حط فيتو شوميني فوالا دونك تو سو ريدي اون كونتينيو l'hypertonie est responsable de l'attitude l'hypertonie d'accord l'hypertonie est une hypertonie de type extrapyramidal خلاص قلنا باللي elle est plastique en roue dentée ou là en tuyau de plomb. Elle est diffuse, pas de prédominance musculaire. Elle ne s'accompagne pas de déficit moteur et les réflexes ostéotendineux sont normaux. L'association de l'akinésie et de l'hypertonie, akinésie-hypertonie, est responsable de l'attitude générale en flexion du parkinsonien. Donc il y aura une prédominance, il y aura une contraction un peu partout les muscles, ou de la contraction, elle va faire en sorte, la répartition elle va faire en sorte que le parkinsonien ait une attitude. Voilà. Avec l'attitude, c'est une attitude en flexion. Les muscles fléchisseurs, même si on a dit que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'on vient de dire. On vient de dire qu'elle n'a pas de prédominance, l'hypertonie. Et oui, elle n'a pas de prédominance. Ou sinon, l'attitude générale du parkinsonien, ce sera une attitude en flexion. C'est quoi l'attitude en flexion? La tête en flexion, le tronc en flexion, donc ils sont inclinés en avant, les membres supérieurs demi-fléchis, en adduction, les genoux demi-fléchis. Cette tendance à la flexion persiste dans le décubitus. C'est le signe de l'oreiller. Pour rechercher un diagnostic différentiel, par exemple une autre cause de contraction. كاين d'autres syndromes extra-pyramidaux où تكون عندي une flexion كاين d'autres pathologies où تكون عندي une flexion par exemple une contracture تاع le muscle par un faux mouvement هكا واش نديرو نكسلو le patient voilà en décubitus dorsal ونحطو فوق un oreiller consistant un gros oreiller هكذا ما ناديش نديرو نجبدو له l'oreiller بالزربه on va voir qu'il est bloqué هكذا ما غادي يبدا يهبط بلا donc elle est maintenue dans la position de décubitus avec la flexion هكذا هاو لو باسيون تاعنا نكسلوه على مخده ونينا لوغي قاعد في السما ما يبدا يهبط بلا ما يطيحش بيرسون نورمال طيح le parkinsonien il a une hypertonie avec l'hypertonie elle va combattre la pesanteur حتى تغلبها la pesanteur يهبط بلا d'accord. Très bien, la tête et le tronc sont inclinés en avant, les membres supérieurs demi-fléchis en adduction, le genou également demi-fléchi. Cette tendance en flexion persiste dans le décubitus, c'est le signe de l'oreiller. La tête du malade privée de support ne retombe que lentement sur le plan du dos. Et le parkinsonien adoptera cette attitude. Donc, flexion du tronc, flexion de la tête, flexion des deux bras, adduction, flexion du genou, marche lente et il compte l'argent. Donc il va marcher comme ça. C'est pas aussi clair que ça. C'est surtout les mouvements de la musique à les mecs qui sont très dominants. Ça c'est pas vite en flexion. Ada, c'est le Parkinson. Le mouvement athétosique comme le syndrome de Parkinson صعيب واش صعيب ولا non
Le mouvement athétosique, c'est un mouvement involontaire, lent, incessant. C'est un mouvement involontaire, lent, incessant, intéressant les extrémités des membres et la face. Donc vous allez remarquer des grimaces هكذا ou les extrémités des membres. C'est important pour faire la différence entre la chorée et la tétose. C'est pas si facile que ça. هكذا. Donc la tétose, elle concerne la face et les extrémités. La face et les extrémités. Au membre supérieur, il atteint surtout la main et les doigts. Vous avez remarqué des mouvements comme ça. Lent, involontaire. Des déplacements lents et asynchrones des doigts avec écartement et alternance de flexion, extension des articulations métacarpophalangiennes comparé à des mouvements de tentacules. تعرفوا كارلو لو كالامار اللي ما فين يشوفوا بوب ليبونج ساعات كارلو يديروا il danse. Voilà, c'est comme ça, c'est la même chose. C'est des mouvements de tentacules تاع كارلو لو كالامار. تعرفي كارلو لو كالامار طبيبه؟ ما شفتيش بوب ليبونج بالعربيه؟ بوب ليبونج شفتيه بالعربيه؟ ما شفتيش ني بالعربيه en français شكون شافوه en français؟ بوب ليبونج شفتيه طبيبه؟ شفتيه بالعربيه ولا en français؟ d'accord. كارلو بالعربيه en français بالعربيه اسمه شفيق. ما شفتيش بوب ليبونج؟ واش شفتي كي كنتي صغيره؟ عطيني ان ديسان انيمي شفتي كي كنتي صغيره. الناس وي هذا ما كان انت شكون تشوفيه donc vous saviez qu'il existe voilà et vous طيب واش كنتي تشوفيه صغيره كنتي صغيره كل واحد يمدلي ان ديسان انيمي شوف le préféré donc c'est Inter X Inter داي الشجاع نو داي الشجاع واحد اخر ماشي قناص داي انا كنت نشوفه حتى اكس انت ما كنتش نحبه شفتو شويه هكا من بعد لحقت لاتور كي يضربوا معاه هذاك اللي عنده نجمه في وجهه اسمه راح لي اسمه ايسوكا ايسوكا ما يجوا يروحوا له يبدا يدير لهم هكا بالريح ولا نان ولا شان ولا تنو كان نسميه ولا فيزيوبات طبيب هو اسمه الديسان تاعك داي انتر اكس انتر وانت يا واسمه عاد الاصدقاء وي سي فري ماشي روميو ريمي روميو وانت يا طبيبه واحد فيهم لو بريفيري دراغون بول في انا واحد اللي جاك واحد ناروتو وانتيا انا ناروتو ما شفتوش شفت غير لا كاتريام غاردي نينجا هايا كونتينيو خلاص on reprend les animes روحي واش حبيتي تقولي تفضلي لا خلاص معليش كي نحبسوا l'enregistrement sachant que tout ce qui vient être dit tout كيسمعوه الناس une fois تدخل بلي sur YouTube نو كي برك اللي يعرفوا بلي تشوفي انتر اكس انتر وضاي واحد الاصدقاء هاي on reprend la tétose donc il faut faire la différence entre les mouvements تاع la tétose ou تاع la chorée flexion extension des articulations métacarpophalangiennes comparé à des mouvements de tentacules de pieuvre. Les plus caractéristiques étaient un mouvement d'extension et de pronation du poignet réalisant un mouvement de reptation ou d'enroulement. Il est هكذا. Reptation. Ce que يدير هكا c'est les reptiles كيما الحنش. Voilà.
En membre inférieur, on note une hyperextension spontanée des orteils simulant un Babinski. Voilà, c'est un diagnostic différentiel du Babinski. C'est quoi la différence entre le Babinski? C'est que il apparaît sans stimulation. C'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement involontaire et c'est un mouvement non déclenché par le réflexe, le stimulus qui est censé déclencher un réflexe cutané plantaire. À la face, le mouvement athétosique siège au niveau de la région buccale, réalisant des grimaces lentes. Des grimaces. Le mouvement athétosique se développe sur un fond d'hypertonie. Il est aggravé par la fatigue. Donc le mouvement athétosique, l'athétose en elle-même, c'est une hypotonie, attention, pour avoir les mouvements. On est d'accord? Pour avoir des mouvements acteurs. Bon, mais je ne sais pas hypotonie, puisque c'est des mouvements longs, mais c'est des phases d'alternance, l'hypotonie ou l'hypertonie. Mais tout ça, il apparaît sur un fond d'hypertonie. Le fond d'hypertonie, il est aggravé par la fatigue et les émotions, il s'atténue par le repos et disparaît pendant le sommeil. Pendant que les deux, qui le Parkinson, qui est Hada, ils disparaissent pendant le sommeil. D'accord? Il apparaît sur un fond d'hypertonie. Un fond d'hypertonie. Les dystonies. La marche, t'as les dystonies, on a les dystonies qu'ils avaient une marche. Les troubles de la marche. La marche. Qui est l'animal qui fait ça? La marche de dromadaire. Il a une marche de dromadaire, le dystonique. D'accord? Voilà. C'est des contractions toniques involontaires et intermittentes. Contractions toniques involontaires. Les dystoniques, ils ont des mouvements au niveau des racines et des mouvements au niveau de la base. Et c'est des contractions toniques qui durent. Réalisant des contractions toniques, involontaires, intermittentes, localisées à certains groupes musculaires. Il y a une préférence musculaire. Ces contractions entraînent des déplacements longs et soutenus, sans rythme. Elles surviennent lors des maintiens d'attitude ou lors de l'exécution des mouvements volontaires. C'est complètement différent. La dystonie apparaît lors du maintien d'attitude. Je maintiens le maintien d'attitude. Le maintien d'attitude veut dire que je prends une position et je la garde. Je fais ça. C'est un maintien d'attitude. C'est un mouvement volontaire. C'est un maintien d'attitude. C'est un mouvement volontaire. C'est un maintien d'attitude. C'est un mouvement volontaire. D'accord? Donc la dystonie apparaît lors du maintien d'attitude et lors du mouvement volontaire. Non, le maintien d'attitude est volontaire. C'est pas un mouvement. D'accord? Elles sont exagérées par les émotions. Elles disparaissent lors du repos pendant le sommeil. Donc, les trois disparaissent au repos et au sommeil. Et les trois sont aggravés par le stress. Et je trouve l'importance de l'implication du stress sur le système nerveux central. Il ne faut pas stresser. On distingue la dystonie d'attitude atteint les muscles de la statique du tronc, réalisant des incurvations variées de la station debout et de la marche. Une hyperlordose. Tu as une hyperlordose. La lordose, c'est l'incurvation du tronc, l'incurvation de la moelle osseuse. Il y a deux lordoses dans l'organisme. Il y a la lordose cervicale. C'est une incurvation en avant. C'est une concavité en arrière. Il est concave en arrière, convexe en avant. Donc, il y a l'hyperlordose cervicale et l'hyperlordose lombaire. D'accord? Donc, je peux avoir les sujets dystoniques, ils ont une hyperlordose qui est implantée. D'accord? Une inflexion latérale, vers le côté. Une rotation. Spasme de torsion. Certains mouvements sont capables de les faire disparaître. La course, la montée d'escalier. Mais quand elle a réalisé un mouvement comme ça, où le dystonique, il remet en place le segmenteur. Torticolis spasmodique. Voilà, comme rotation latérale de la tête, c'est un geste correcteur. Donc, l'auteur de ceux du maintien d'attitude, donc le torticolis spasmodique,
est la forme la plus commune des dystonies. Elle est localisée au muscle du cou. Elle entraîne des dérivations posturales de la tête. Le plus souvent, une rotation latérale. Donc, elle dépend du sternocléido-mastoïdien qui s'accompagne d'une saillie du sternocléido-mastoïdien. Rotation latérale plus saillie du sternocléido-mastoïdien. Voilà. Avec l'image, vous allez voir la saillie de l'SCM. Avec le khadl. Ces contractions surviennent par axe durant des 20 à 40 secondes. Ils ont tendance à devenir plus fréquents et plus prolongés. Parfois, ils peuvent être inhibés par un geste correcteur. Qui est toujours le même pour le même malade. Et il faut savoir que la stéréotypie est très importante dans les mouvements anormaux. Dans la dystonie, les mouvements sont stéréotypés. Mais c'est le même mouvement qui se répète. La tétose, non. Voilà, les mêmes muscles. La tétose, non, je vais avoir ça. Par exemple, un simple contact du doigt sur le menton ou sur la joue. Donc, un malade a un torticolis spasmodique qui déraque, il cesse. Voilà, c'est des gestes correcteurs. Les dystonies de la face peuvent revêtir plusieurs aspects. Crise oculogyre, accès de déviation conjuguée des globes oculaires le plus souvent vers le haut et des dragdans. Vers le haut. Spasme médian de la face le plus fréquent est le spasme orbiculaire, réalisant le blépharospasme, qui sont des accès d'occlusion incorsibles des paupières. Crise de protraction de la langue. Et c'est phénoménal. Avec les pathologies, c'est que la personne, elle apparaît folle, ou elle ne l'est pas. Donc, je fais les mouvements anormaux. Où elles sont accompagnées de signes très. Donc, je fais les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, qui ont un substratum anatomique. Qui a le syndrome de. L'essentiel, c'est que la personne atteinte, elle commence à dire des grossièretés. Il est très connu. On va essayer de retrouver pour mettre la science. Il dit voilà. Oui, c'est selon la culture تاعو. معناتها الجزائري يسب بالسبان اللي معروف عند الجزائريين، le français يسب بالسبان اللي معروف عند الفرنسي، et ça peut causer de graves problèmes. واحد من les patients اللي كاينين اللي حكاو لنا عليهم c'est un cadre supérieur. Imagine un cadre supérieur في الخدمه en pleine réunion يبدا يسب فيهم كامل. Donc c'est difficile pour la société d'accepter. Voilà. Non. Bon, il n'y a pas de traitement curatif pour l'instant. Il y a la stimulation profonde, la stimulation nerveuse profonde, où on place des électrodes d'air. Le syndrome pyramidal, c'est la rééducation à un certain stade. Quand il y a installation de la lésion, une chirurgie qui remplace les fibres, sauf dans le futur. Ça, pour le grand public, c'est la rééducation. C'est non pyramidal. C'est un peu trop tard. Moi, je vais l'ischémie, je vais tous les cellules nerveuses. C'est la stimulation nerveuse profonde, c'est les vacances, le repos, on déstresse le patient. Ils disparaissent en période de vacances. Qui ira le stress. Les crampes fonctionnelles, la plus fréquente est la crampe des écrivains. Elle affecte les doigts qui se crispent sur le stylo ainsi que les muscles de l'avant-bras obligeant le malade à interrompre son écriture. هنايا كيكون يكتب يتكريسباو les doigts وغادي يولي incapable d'écrire. وعلاش يعيطوا لها la crampe des écrivains parce que les écrivains تصرا لهم les écrivains بكري ما كانوش يطابيو les écrivaient avec leurs mains. ما علاش الا كانوا يمدوا لكم في الدار تكتبوا كنتو صغار. Moi je sais ce que c'est.
Et après, quand on prend un long texte et qu'on commence à écrire, à un certain moment, on devient incapable d'ouvrir. Voilà, il y a une hypertonie, تحكمنا شغل une crampe تاع les doigts, يقولوا ما يتفتحوش. Les écrivains quand ça بزاف. Donc à force d'écrire, ils doivent se reposer avant de pouvoir écrire. C'est la crampe des écrivains. تكتب وتعرف مليح العصا. كي كنت صغير ما كنتش نحب نقرا انايا. دونك هم اوبليجي. شحال حالة بصح. كان غير نعاودنا لي البريمير. نوليو البريمير ومن بعد يعاودوا يديروا لنا هذيك لابلاك الكبيره تاع التعبير. كان يمدوا لكم اللوحه الكبيره تاع التعبير الشفوي. كانوش يمدوا لكم. وتشوفوا في الحديقه ولا في الشارع. وانتم تبداو تقولوا هذا يبريزونت اون مارش سوتيون دو كاليناسي. تعاودوا لي بالبريمير. Le visage de Mustapha est amimique. Les crampes fonctionnelles. On a la crampe des écrivains. Alors vous les apprenez. Bon, je pense pas que tu ailles pour l'examen, mais c'est bien de les connaître. Mouvement choréique est une agitation motrice involontaire. Qu'est-ce qu'une choré, Lauraten? La choré est une danse. C'est une danse. Donc le patient كاين même des كاين chorégraphie voilà كاين même certains patients où qui تحكمهم la crise de choré on leur met une musique ils يبانوك trop cher mais ils dansent avec la musique avec leur autorisation bien sûr نضحكوش على الناس. Quelle est la choré la plus connue? La choré de Huntington. La choré de Huntington qui est une atteinte génétique. Agitation motrice involontaire, incessante et anarchique, qualifiée de folie musculaire, et de dire n'importe quel mouvement. Elle est faite de mouvements brusques, explosifs, de durée brève, de siège et d'amplitude changeant sans cesse. Envisage, grimace. Non? Tu vois la dystonie, parce que la dystonie, elle est stéréotypée. Elle est stéréotypée. Maintenant, c'est quelques groupes de muscles. Non, la dystonie, pas la tétose. Les membres distaux. Non. La dystonie, c'est les muscles proximaux. On a la rotation, la flexion. Tu parles la tétose. Voilà. Incessante, vraiment. Au visage, c'est des grimaces. En membre, c'est des mouvements amples de flexion, extension, haussement des épaules, de contorsion. Et de raccord. Le mouvement choréique s'accompagne d'une hypotonie. Il perturbe le mouvement volontaire. Voilà, c'est ample, brutal et c'est des explosions de mouvement. C'est des hypotonies. Très bien. Le mouvement choréique s'accompagne d'une hypotonie. Il perturbe le mouvement volontaire, gênant la marche qui est désordonnée, entrecoupée de sauts, de sautés ou de brusques enjambées. Le tout est appelé la danse de Sengi. La danse de Sengi, c'est un saint. On pensait qu'il était atteint par quelque chose, on m'a dit danser une danse, les activités manuelles sont entravées, l'habillage, l'alimentation, la marche aussi, l'habillement aussi. L'habillage, l'écriture, il est calmé par le repos et l'isolement. Donc il apparaît en mouvement, d'accord? L'isolement, le repos et l'isolement. On isole le patient, pas on isole une isolation stricte qui m'a en cas d'atteinte bactérienne. On l'isole, on le met dans un endroit calme. Il y aura une chambre wahdo. Valeur sémiologique, la chorée est une manifestation transitoire du rhumatisme articulaire aigu. Dans ce cas, la chorée, de nature inflammatoire, plus rarement elle est due à une atteinte dégénérative. La chorée, elle a plusieurs causes. Une les causes comme la chorée de Huntington, qu'il y a d'autres causes.
Le rhumatisme articulaire aigu, من بين les manifestations تاعو, le rhumatisme articulaire aigu, vous savez ce que c'est? C'est une atteinte. Non, c'est une atteinte due à des bactéries, des streptocoques, bêta-hémolytiques du groupe A, microbiaux, des streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, des infections. Les infections générales, c'est quoi? C'est l'angine, érythématopultacée, c'est l'érysipèle de la face et de la jambe, c'est l'impétigo, c'est la scarlatine. هكذا les manifestations à court terme. هادوما les streptocoques. Les streptocoques, ils donnent des atteintes. Une personne qui a des angines à répétition, قريتو في sémiologie, devant des angines à répétition, qu'est-ce qu'on craint? Les valvulopathies. Une personne qui a une insuffisance mitrale, une atteinte, n'importe quelle atteinte valvulaire. On recherche toujours la notion de l'angine à répétition qui est de la personne. On dit que le streptocoque lèche les articulations et mord le cœur. Vous savez l'expression déjà? Le streptocoque lèche les articulations et mord le cœur. Pourquoi il lèche les articulations? Parce qu'il donne du rhumatisme articulaire aigu. Et il mord le cœur, pourquoi? Parce qu'il donne des valvulopathies. Donc, il donne différentes manifestations. Il donne des myocardites. Très bien. من بين les manifestations تاعهم كاين لا glomérulonéphritite تانيت ومن بين les manifestations تانيت c'est les chorées. هاد لا كوري اسمها لا كوري دو اسمه سيدنهام اسمه ça ressemble à ça. La Corée de Sydenham. La Corée de Sydenham normalement. نعم Sydenham. Vous connaissez? D'accord. C'est la Corée de Sydenham. On vérifie. Quatrième. Normalement, c'est la Corée de Sydenham. Voilà, ça s'appelle la Corée de Sydenham. Bravo à vous. Comme la Corée de Sydenham, elle peut se voir au décours des manifestations. Simplement, regarde la série verte. Qu'est-ce que la série verte? Elle peut se voir au décours des manifestations articulaires ou isolement. Elle est retardée par rapport à la poussée, par la pharyngite. Les signes inflammatoires ont disparu et les aslos sont normalisés. Les aslos, c'est les anticorps. Elle débute par des troubles de l'humeur, des maladresses, puis à la phase d'état, une ataxie, une hypotonie, des mouvements anormaux, involontaires, rapides, amples, siégeant aux racines des membres. Ils s'exagèrent lors de l'examen clinique et des émotions et diminuent pendant le sommeil. Elles disparaissent sans séquelles en quelques mois. D'accord? On continue. Très bien. Donc c'est soit le signe d'une dégénérescence nerveuse, qui est la Corée de Huntington, c'est soit une atteinte, un rhumatisme articulaire qui est la Corée de Sydenham. Le mouvement balique ou hémibalisme est dû à c'est le plus redoutable pour moi. Là. Le plus redoutable. Parce que les patients finissent par se suicider.
L'hémibalisme est dû à une hémorragie détruisant le corps de Lewis. Bon, on a dit que le substratum anatomique, c'est pas important. Il réalise un mouvement. Anam. Je sais pas, j'ai oublié la localisation précise. Ah bon? Donc il est situé entre le thalamus et le locus laser. J'ai oublié l'anatomie italienne au gris. Il réalise un mouvement d'apparition brutale et d'une grande violence prédominant à la racine des membres, essentiellement au membre supérieur qui est projeté en avant et en dehors, avec tendance à la torsion et à l'enroulement en dedans. Le malade cherche à éviter le mouvement lui fait mal, le mouvement le fatigue. Il fixe le bras atteint avec l'autre, ou les canons entre lui. Le mouvement se répète de manière stéréotypée pendant des périodes plus ou moins longues. Dans les formes sévères, la mort peut survenir par épuisement. Le mouvement balique s'accompagne d'une hypertonie. Donc il peut y avoir une mort par épuisement. Oui. C'est des contractions qui dépassent la capacité physiologique de l'être vivant. Les autres troubles moteurs, les troubles moteurs dont le mécanisme physiopathologique est encore obscur, réalisent des mouvements anormaux. Ils peuvent se voir les tremblements, myoclonies et les tics. Les tremblements sont les plus fréquents des mouvements anormaux. Ils peuvent être physiologiques chez les sujets normaux ou pathologiques. En cas d'hypoglycémie, en cas de caféinisme, le stress, la thyroïde, très bien, l'hyperthyroïdie. Il se voit dans de nombreuses affections. Comme dit les définitions d'Egérine les a définies comme des oscillations rythmiques involontaires que décrit tout ou une partie du corps autour de la position d'équilibre. Donc à une position d'équilibre du membre, il y aura des mouvements répétés, alternés, fréquents, avec une certaine fréquence. Donc, oscillation rythmique, involontaire. C'est une oscillation qui est très rapide. D'accord? C'est une oscillation. Ça qui est modérée, très modérée, ou qui est très rapide. Il faut faire la différence entre ça et, attends, une diagnostic différentielle le tremblement, le flapping tremor, où le patient il fait ça. C'est pas un tremblement, flapping tremor, qui est dû à une encéphalopathie hépatique. Tu fais le flapping tremor, quand tu fais les hépatomégalies, sémiologie. D'accord? Flapping tremor. Maintenant, vous allez cherchez-moi pourquoi au cours de l'encéphalopathie hépatique, j'ai un flapping tremor. Laissez aller, ça le fait. Cherchez vous aussi, cherchez. ما تحاولوش انتم تضيعوش مع الوقت تاع vous réviser. La prochaine fois inchallah نقول لكم إلا حبيتوا. D'accord? Les différents types de tremblements là, le cours il est encore long. Les différents types de tremblements, les tremblements sont classés suivant leurs circonstances d'apparition. Tremblement d'attitude. عارف شنو معناتها tremblement d'attitude؟ كي ندير هكا انا j'ai un tremblement d'attitude. Attends, quand je maintiens une attitude, je tremble. C'est pas au repos, c'est pas au mouvement. Non, un tremblement on maintient d'attitude. Pas pour une fatigabilité. Elle peut avoir lieu après un maintien d'attitude très prolongé. Il maintient d'attitude, il commence à trembler. Comment on peut repérer un tremblement? On dit le patient faut qu'il doit on a une feuille. Attends, tu as une feuille. هاي نقطع بلا ما تقطعي. نديرو هكا. شوفوا لي tremblements كيفاش يبان. دونك même que ما يبانوش هنايا. نحط لهم مزرقة commence à apparaître. Merci. تحسب لي مهد. C'est bien. C'est bien.
كيفاش نقولوا بنت عمتي تكسرت en japonais. basic phrases وكيفاش ما تشوفي بلا صوتي قلت باش باش تولي تشوفي صوتي شان بنت عمي تكسرت تحت يا لا سوري تاعي اخي فيها une main elle tremble c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie je vais vous montrer la souris putain شوفوا tremblement d'attitude هنا 1 2 1 deuxième ligne ايه صح toi هذه الموزيك علاش خاصها كاع هكذا تقدر تقرا هكذا tremble voilà ça c'est un tremblement واش ممكن نقص الموزيك كاع هكذا il faut pas utiliser il faut pas utiliser une luminosité importante pour sauvegarder la batterie certes صح باش ما نعملوش غير c'est bien on continue هاي ضيعنا بزاف الوقت chez le sujet normal le maintien d'attitude tremblement d'attitude peut être physiologique ou pathologique chez le sujet normal le maintien d'attitude position du serment bras étendus en avant doigt écarté fait apparaître le tremblement physiologique c'est la position du serment اقسم بالله العظيم etc. Bras étendus en avant, doigt écarté, fait apparaître le tremblement physiologique, essentiellement au niveau des mains. D'accord? La fréquence varie avec l'âge, 6 cycles par seconde jusqu'à 10 ans, puis 10 cycles par seconde à la puberté. Ensuite, il diminue de fréquence après l'âge de 50 ans. Donc, les tremblements de repos, ça va. On fait une pause. Bon, on fait pas de pause, on continue la séance تاعنا. أنا عم طبيبة. Non, justement, vous n'avez pas le droit de photographier la salle. Quand elle est en rénovation, elle ne veut pas. Et on respecte sa volonté, s'il vous plaît. Quand vous ne photographiez pas. D'accord. J'aimerais bien. En plus, je vais mettre ma cravate. Vous l'avez rencontré, le Mazal? Les résidents. Voilà. Madame Inch'Allah. Bon courage, Madame Inch'Allah. Ça va. On continue. Tremblement d'attitude, il peut être physiologique ou pathologique. Chez les sujets normaux, le maintien d'une attitude, position du serment, bras étendus en avant, doigt écarté, fait apparaître le tremblement physiologique. Il a des fréquences. L'enfant, il a une certaine fréquence, l'adolescent, il a une certaine fréquence. À un certain âge, il diminue. Vous n'allez pas prendre les fréquences. Il est habituellement invisible à l'œil nu, voilà, comme on vient de le montrer. Il est augmenté par la fatigue et les émotions, il devient alors visible. Sinon, on peut sensibiliser par une feuille. Tremblement d'attitude. Là, c'est une erreur. Tremblement d'attitude physiologique. On a deux tremblements d'attitude pathologiques. Exagération du tremblement physiologique qui se voit au cours de l'éthylisme, de la thyrotoxicose et chez les sujets anxieux, le stress. Le tremblement d'attitude sans rapport avec le tremblement physiologique est constitué par des oscillations lentes. Il apparaît en maintien d'attitude et persiste pendant le mouvement long. Il disparaît lors du mouvement rapide et au repos. Il est augmenté par l'émotion. Il atteint le membre supérieur, le membre inférieur et la tête. Il s'agit d'un phénomène bénin qui, chez les sujets âgés, porte le nom de tremblement sénile. Il peut se voir également chez les sujets jeunes. Il a dans ces cas un caractère familial. Il est considéré comme d'origine cérébelleuse. Le tremblement cérébelleux. Un tremblement cérébelleux. Le tremblement cérébelleux, c'est un tremblement plus lent. Il apparaît en maintien d'attitude. Il est sauvegardé. Il persiste lors du mouvement. Il apparaît chez les personnes âgées. D'accord? Il apparaît chez les personnes âgées. Lors du mouvement long, il persiste lors du mouvement long et il disparaît lors du mouvement rapide. D'accord? C'est le tremblement cérébelleux.
Non, c'est un tremblement qui est associé à une atteinte cérébelleuse. Donc attention, il faut faire très attention. Le tremblement, il y a un tremblement du chef. تعرفوا شنو هذا tremblement du chef? C'est le tremblement de la tête. C'est le tremblement. Qui نلقاو un tremblement du chef, on élimine directement le syndrome parkinsonien. D'accord? Le tremblement du chef veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte parkinsonienne. Il n'y a pas de syndrome parkinsonien. Donc, l'une des caractéristiques du syndrome parkinsonien, c'est qu'il n'y a pas de tremblement du chef. Par contre, dans le tremblement d'attitude, il y a un tremblement du chef. Non. Il atteint le membre supérieur, le membre inférieur et la tête. Donc, la tête tremble. Il y a un tremblement du chef. D'accord? Tremblement du chef. Tremblement du chef, c'est tremblement de la tête. Yak. Donc, en cas de tremblement du chef, on élimine un syndrome parkinsonien et on va vers d'autres investigations. Le tremblement de repos, voire syndrome parkinsonien, classe. Tremblement intentionnel ou tremblement d'action, il s'agit d'un tremblement qui apparaît dès l'initiation du mouvement, il se poursuit pendant son exécution et peut se prolonger quelques instants après l'arrivée au but. Il est mis en évidence par l'épreuve du doigt nez. Il est le signe d'une atteinte cérébelleuse. Une atteinte cérébelleuse montre une dysmétrie. La dysmétrie, elle peut entre autres être en relation avec un tremblement. C'est quoi la dysmétrie? C'est un tremblement, une hésitation à l'initiation du mouvement que je veux réaliser, ou bien je finis par rater mon but. La dysmétrie. C'est une dysmétrie. Personne normale. Ferme les yeux. Dysmétrie. Hypermétrie. Je me suis presque percé. Hypermétrie, on rate. Dysmétrie, hypermétrie. Asymétrie. Les deux en même temps, il ne peut pas. Asymétrie. Dyschronométrie. J'ai un retard à l'initiation et à l'arrêt du mouvement. Dyschronométrie, dysmétrie, hypermétrie, dyschronométrie. Oui, elle fait partie du syndrome cérébelleux. C'est l'ataxie cérébelleuse. D'accord? Tout ça, c'est l'ataxie cérébelleuse. C'est le signe d'une atteinte cérébelleuse et de la voie dento-rubro-thalamique. Pas important. Cas particulier, le flapping trémor. Finalement, ils l'ont cité. Bravo. Tremblement ou en battement d'aile. Astérixis. Il est observé au cours de certaines encéphalopathies, notamment d'origine hépatique, comme on avait dit. Voilà, nachata. Il est mis en évidence au niveau de la main étendue à l'horizontale. Il consiste en une brusque flexion du poignet avec une chute de la main suivie d'un retour à l'horizontale. Un oiseau essaye de faire. Abbas ibn Farnas, quand il a essayé de voler. Il consiste en une brusque flexion du poignet avec une chute de la main suivie d'un retour à l'horizontale. Ces mouvements se répètent à intervalles plus ou moins réguliers. En fait, il ne s'agit pas d'un vrai tremblement. C'est des mouvements qui sont dus à une atteinte, à une encéphalopathie hépatique. En cas d'encéphalopathie hépatique, qu'est-ce que j'ai? J'ai différents syndromes hépatiques où il y aura une incapacité du foie à conjuguer les acides aminés. Donc j'aurai une augmentation de quoi? Les acides aminés. Une augmentation du glutamate et de glutamine. Qui sont des acides aminés. Le glutamate, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Une accumulation. Non, une accumulation de glutamate et de glutamine, surtout une accumulation de quoi? De NH3. Le NH3, le métabolisme de l'ammoniac, le métabolisme du NH3, c'est un métabolisme hépatique, le métabolisme de l'urée.
صح ولا لا لا l'urée elle est constituée de quoi l'urée sa synthèse commence par la synthèse de bicarbonate بعد le bicarbonate je vais lui lier des NH3 صح ولا لا لا c'est quoi le but de la synthèse de l'urée l'urée non pas l'élimination du NH l'élimination de l'ammoniac qui est neurotoxique. D'accord. Donc le métabolisme hépatique comprend entre autres le métabolisme de l'urée. Le métabolisme de l'urée est un métabolisme d'acides aminés. وعلاش كيتاكلوا اللحم بزاف كاين بزاف لي زاسيد اميني بزاف لي زاسيد اميني بزاف لوري ça peut donner la goutte voilà la goutte c'est une manifestation de l'anomalie du métabolisme de l'urée. Très bien, supposons maintenant qu'il y a une atteinte hépatique. Le foie ne peut plus réaliser le métabolisme de l'urée. Il ne peut plus synthétiser l'urée. Il y aura accumulation du NH3. Le NH3 va passer, il est liposoluble, il peut traverser la barrière hémato-encéphalique, il peut se retrouver au niveau du cerveau et il peut exercer sa toxicité. Donc il y aura une encéphalopathie hépatique. C'est une encéphalopathie qui est due à l'atteinte du foie. Qui donne une tremor. Les myoclonies définition, les myoclonies sont des contractions musculaires brèves. Ce sont des contractions musculaires brèves, involontaires, génératrices ou non de déplacements segmentaires. Les myoclonies sont des contractions musculaires brèves, involontaires, génératrices ou non d'un déplacement segmentaire. Je m'attends génératrice ou non d'un déplacement segmentaire. Elles peuvent bouger le segment ou pas. Selon quoi? Selon la force. Maintenant, j'ai une contraction. Soit j'ai une contraction sans mouvement du segment. Tu vois, il y a une contraction. Mais sans mouvement du segment. Soit à l'heure. D'accord? Aïe. Les différents types de myoclonies. Selon Gaston, les myoclonies peuvent être classées suivant l'étendue et la répartition des territoires musculaires intéressés. Les myoclonies parcellaires. Les myoclonies parcellaires. Myoclonie parcellaire, la contraction intéresse un petit muscle ou des faisceaux isolés de muscles plus volumineux, ne donnant lieu qu'à un déplacement minime. Myoclonie parcellaire, une toute petite quantité de faisceaux, un petit mouvement. D'accord? Un petit muscle ou des faisceaux isolés. Contraction avec mouvement minime. Myoclonie segmentaire, les contractions intéressent plusieurs muscles d'un même segment, entraînant un déplacement bref de ce segment. Ces myoclonies peuvent être localisées, limitées à un territoire musculaire ou sporadiques, atteignant de manière asynchrone plusieurs territoires. L'essentiel des myoclonies, c'est quoi? C'est des contractions musculaires involontaires. Elles peuvent intéresser un petit muscle ou plusieurs faisceaux séparés, n'entraînant qu'un seul mouvement réduit. Ou là, elles peuvent être segmentaires, intéressant plusieurs muscles d'un segment et entraînant le mouvement de ce segment. D'accord? Les myoclonies de cas massives intéressent de manière simultanée et symétrique plusieurs segments, ماشي un seul segment. Elles peuvent s'accompagner de chutes ou de projections d'objets. زعما راني قاعد هكذايا يا اخي وتحكمني نو تحكمني une atteinte comment ça s'appelle une myoclonie massive ندير هكذا ندير عليها قرعه هنا d'accord donc هذه c'est une myoclonie massive. Les crises d'épilepsie tannites, les crises d'épilepsie segmentaires, elles peuvent toucher un seul membre. Le membre il fait ça, le membre il se contracte, même il y aura projection d'objets. Et ça peut causer des accidents. Suivant la répartition de dans le temps, myoclonies intermittentes qui surviennent à intervalles longs et irréguliers. Maintenant, elles apparaissent, elles disparaissent, elles apparaissent, elles disparaissent. Les myoclonies nous rendent des crises d'épilepsie. D'accord. Les myoclonies permanentes qui surviennent de façon rythmique à des fréquences de 1 à 8 par seconde pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc on dirait qu'elles sont permanentes. Ça, mais quand je vais me contracter, crise, repos, crise, contraction, repos, contraction, repos, contraction, repos, pendant des heures. Donc on dirait que ces myoclonies sont permanentes. D'accord. Sur la rythmicité elle est permanente, elle continue à se contracter et à se relâcher. Suivant donc les circonstances d'apparition, les myoclonies spontanées surviennent en l'absence de tout facteur spontané ou provoquées par des facteurs déclenchants.
لازم تكون كاين ستريس. Bon, قالنا stimulation lumineuse, mouvement volontaire, plus rarement stimulation sonore ou tactile. Il n'a pas cité le stress. هكا stimulation sonore ou tactile كيما في la crise d'épilepsie. كاين certains facteurs qui favorisent l'apparition de l'épilepsie. Surtout là, voilà, la stimulation lumineuse. La stimulation lumineuse intermittente, SLI. Stimulation lumineuse intermittente. Quand il y a un épisode de Pokémon, il a causé des milliers de crises d'épilepsie à travers le monde. Et il a été banni, c'était trop tard. Il y a un épisode où il y a un Pokémon, il y a un ضوء احمر وخضر احمر وخضر احمر وخضر احمر وخضر احمر وخضر تشوف les crises d'épilepsie. Surtout la première diffusion. La première diffusion, c'est des milliers de personnes qui regardent. Tiens tête. Les tics, donc, ce sont des mouvements involontaires qui se répètent à intervalles variables, sans motivation extérieure. تلقى واحد يدير هكا. كاين اللي يحب يدير هكا. هذوما سي دي تيك. كاين اللي يدير هكا. كاين اللي يجوهم وما عندي يروحوا. بالك نتوما كانوا عندكم دي تيك كي كنتوا صغار. كان عندك دي تيك؟ Non, jamais. Non. D'accord. C'est courant. Ce sont des mouvements involontaires qui se répètent à intervalles variables, sans motivation extérieure, habituellement selon le même type chez le même sujet, mais variables d'un sujet à l'autre. Il ne s'accompagne ni de troubles du tonus, ni de troubles de motricité. Le mouvement qui constitue l'éthique imite le mouvement volontaire. Il ressemble à un mouvement volontaire, mais ça n'en est pas un. Il peut d'ailleurs être reproduit volontairement. Je viens de le faire. Il s'agit le plus souvent de clins d'yeux, de grimaces, de haussements d'épaule, de mouvements du cou et de la tête. C'est involontaire, oui. L'apparition du tic est irrégulière et variable suivant l'état psycho-émotionnel du sujet. Il peut être suspendu par la volonté ou lors du détournement de l'attention. Le sujet il tic, peut-être que le concentrer معايا يخسر فيها نحب لك واحد الحاجه très importante. D'accord. Psycho-émotionnel du sujet, il peut être suspendu par la volonté ou lors du détournement de l'attention par une activité absorbante. Il disparaît lors du sommeil. Valeur sémiologique, manifestation névrotique transitoire le plus souvent. Plus rarement, il s'agit d'une séquelle d'encéphalite. Une encéphalite peut donner ça. Voilà, et je vous remercie.